C'est une pointure, une sculptrice internationale. Elle s'appelle Brigitte Nahon. En Israël, on la connaît sous le nom de Brigitte Nahon. Un plaisir et un honneur de la recevoir chez Studio Kalita. C'est parti. Merci. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama. Alors là, c'est une artiste, vous êtes sculpteur, je ne sais pas si on dit sculpteur, moi, c'est pas de problème. Pas de problème, ok. Vous venez de faire votre alia il y a 10 ans et vous avez fait le tour du monde puisque vous êtes une artiste reconnue, vous avez eu de nombreux prix. Un peu reconnue. On n'est jamais assez. Elle est très humble. Je ne sais plus par où commencer, tellement les choses ont été denses de votre vie. Vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup d'expositions. On va découvrir aussi votre travail aujourd'hui. Comment ça a commencé pour vous ? Alors, je vais raconter une anecdote que je ne raconte jamais. On fait une première. Quand je suis née, un certain 23 décembre, donc dans peu de temps, il y aura l'anniversaire, à la clinique, il y avait un poète belge, flamand, qui m'a écrit un poème, parce qu'en fait, une grande poétesse flamande s'appelait Alice Nahon. Et ce poème, qui m'est dédié, je me suis toujours dit, c'était un peu comme la fée magique. Au-dessus du berceau, qui me dit, allez, toc, un petit coup de baguette. Et voilà, donc j'essaie dans mon travail de garder cette magie et de l'offrir aux spectateurs. Alors, pas facile dans une famille juive traditionnelle de devenir une artiste. Et pourtant, c'est depuis votre toute tendre enfance, vous avez, je crois, 3 ans, vous avez arrêté de parler. Et puis, pour vous débloquer le langage, on vous a donné de la pâte à modeler, de la terre glaise pour pouvoir vous exprimer. Et apparemment, ça a commencé là parce que ça ne vous a pas lâché. Exactement. C'était ma manière de parler, de communiquer. Et le dessin, la peinture, sur le visage, sur les mains, sur la feuille, la pâte à modeler. Je suis sculpteur, je dis toujours à partir de ce moment-là. Alors, ça ne vous a pas lâché, ça a duré longtemps, cet amour comme ça, depuis toute votre enfance ? Ça vous a suivi ? Oui, j'ai toujours aimé. Évidemment, à un moment donné, j'adorais les sciences naturelles. Mais je pense que l'art et les sciences naturelles vont de pair, parce que ce sont les sciences de la vie. Tout ce qui est autour de la vie, c'est ok. Voilà. Alors, vous n'avez pas pris de cours de dessin jusqu'au bac, ni de cours d'art plastique d'ailleurs. C'était votre passion, mais c'était pas vraiment étayé, pas épaulé, on va dire. Et puis, comme vous étiez bonne en maths, vous avez fait un bac C. Voilà. Et là, au miracle, vous avez découvert l'option art plastique et c'est ça qui a tout déclenché. Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur d'art plastique en option, donc après les cours de l'après-midi. Et je lui avais dit que je voulais devenir artiste, et comme mes parents avaient du mal à accepter cette idée, très spontanément, il a voulu rencontrer mes parents pour essayer de leur faire changer d'avis. Là, j'imagine, parce que vous aviez déjà du talent à 17 ans, c'était flagrant. Bah oui, c'est sûr. J'avais une possibilité, disons. J'avais des possibilités. Et voilà, moi-même, j'enseigne 6 heures par semaine au Mikvé Israël. Aujourd'hui, depuis que vous êtes en Israël. Voilà, au lycée franco-israélien du Mikvé Israël. Et j'essaye d'être un bon professeur parce que je sais à quel point l'éducation est nécessaire. Et on garde ça toute sa vie. Alors, bon, il n'a pas convaincu vos parents, donc vous avez pris le chemin de l'université. Voilà. Oui, mais à l'université d'art plastique, quand même. D'art plastique. Donc, ça a été le dit. Ça a été pas les beaux-arts, parce que c'était trop artiste perdu qui peut-être dessinerait à la craie dans la rue sur le macadam. Mais avec une casquette pour faire la manche. Exactement. Ok. Et bien que quand j'avais 14 ans, mais personne ne le sait, mais maintenant on va le savoir, je dessinais et je mettais mes dessins en vente sur la promenade des Anglais. Mes parents l'ont jamais su. C'est vrai. Ils vont le découvrir maintenant. J'avais 14 ans, oui, c'est vrai. C'était des petites encres. Malheureusement, je ne les ai plus, mais je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que c'est. Vous les avez vendus ?
Je ne me rappelle même pas, mais je me rappelle très bien que je les ai mis sur la promenade des Anglais. C'est rigolo. Alors, vous faites commencez une carrière universitaire, vous passez un DEA d'art plastique, donc c'était vraiment très sérieux. Vous commencez un doctorat. Voilà. Et puis, vous n'arrêtez pas de vous bagarrer avec vos parents qui, finalement, à cette époque-là, acceptent, oui, que vous allez devenir artiste. Maintenant, vous avez un bagage. Que je devienne professeur d'art plastique. Bref. Mais finalement, vous lâchez la fac et vous vous consacrez à votre art. Voilà. C'était dur à prendre comme décision? Non. Ok, d'accord. Ouais. Non, c'était obligé, c'était obligatoire. Enfin, tout a coulé de source. Ce qui était dur, c'était d'avoir, entre guillemets, la permission de faire ces études d'art plastique. Voilà. Faire ces études d'art plastique qui vous ont mené loin, parce que, là, on était à peu près, on va dire, en 85, où vous faites votre première exposition à Paris. À Nice. À Nice, la première? À Nice. Ah, d'accord. Née à Nice, oui. niçoise. Et donc, ma première était une expo de groupe à la galerie Archétype, qui n'existe plus. Non, mais la grande exposition, celle qui a quand même ouvert vraiment les portes. Chaque exposition ouvre les portes. Donc, chaque exposition, pour moi, est grande, parce que c'est un challenge, et c'est toujours la grande, quoi. Alors, donc, peut-être le fait que j'ai habité New York. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Et que j'ai pris la nationalité américaine, israélienne, française. Et j'ai travaillé avec la galerie Jérôme de Noirmont, qui était avenue Matignon, qui est fermée maintenant. Et il exposait Chérine Nechat, Jeff Koons, qu'on connaît sûrement, Pierre et Gilles, et voilà. Donc, lorsqu'il m'a permis de participer aussi à une exposition personnelle chez lui, et puis après, sur les Champs-Élysées, une exposition de groupe qui a marqué le début du XXe siècle, du XXIe siècle plutôt. Ça a été une grande sculpture sur les Champs-Élysées. Une grande sculpture de 15 mètres sur les Champs-Élysées, qui est maintenant chez un privé en Suisse. Et le fait d'habiter New York et d'exposer à New York, d'exposer dans cette galerie à Paris, c'est vrai que ça a été international. Ça ne vient pas tout seul, tout ça, parce qu'avant d'arriver à New York, vous avez été pris de la Villa Médicis en 1994. Vous ne connaissiez personne, il n'y avait pas de piston. Mm-hmm. Vous avez présenté vos œuvres. Oui, en fait, je fais une petite... parenthèse. C'est Villa Médicis hors les murs. Oui. Puisque je ne suis pas allée à Rome, mais j'ai choisi justement New York. J'avais toujours rêvé d'aller à New York. Oui, parce que c'est une possibilité qu'on donne aux artistes de choisir où ils veulent passer un an. C'est ça C'est ça. Voilà. Après un projet, bien sûr. Et ils en choisissent un. Donc, j'étais très contente, puisque... Vous avez été choisie. J'ai été choisie. Et moi aussi, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rajouter quelque chose. Vous vouliez rajouter que c'était Villa Médicis, mais hors les murs. Ça veut dire que c'est ça qui vous a permis d'aller à New York. Parce que vous avez toujours rêvé d'être américaine et de vivre à New York. Et d'être israélienne. Aussi. Et d'être française. J'ai toujours rêvé d'avoir tous les passeports du monde. Si je pouvais en avoir 15 ou 20, je serais contente. Alors, comment c'était New York, envoyé jeune artiste comme ça? New York, c'est indescriptible. C'est extraordinaire. Je suis très, très grateful, comme on dit en anglais. Mm-hmm. J'ai beaucoup de gratitude à la vie par rapport à tout ce que j'ai vécu à New York comme expérience. J'ai rencontré des tas de gens intéressants. Vous aviez un super atelier? Au départ, j'avais un super atelier par la Villa Médicis, donc par le ministère des Affaires étrangères. Mais ça a duré 1 an, et puis après, il fallait... Il faut se débrouiller. Exactement, sur tous les plans. Et à la fin, j'ai eu un très grand atelier, donc j'ai quand même bien réussi à New York. J'ai des collectionneurs qui me suivent, qui sont des amis, qui m'ont permis de connaître New York avec les plus beaux côtés, tel qu'on en rêve, dans les films. Voilà, le rêve américain.
J'imagine que ça devait être un truc voilà, démentiel pour vous qui avez toujours rêvé d'être artiste, toute jeune. Alors, on parle, mais on n'a pas vu vos œuvres, à part celles qui sont très belles, qui sont derrière vous. Mais on va en voir peut-être à l'écran. Alors, vous avez commencé à travailler la pierre, et puis vous êtes passé au béton armé. Alors ça, c'était peut-être un petit clin d'œil à votre père. Oui, tout à fait. Mon père qui était ingénieur en génie civil, qui était dans le béton, si on peut dire. D'ailleurs, j'avais eu un article quand j'étais jeune. Première exposition, on disait Nahon, c'est du béton, parce que j'exposais du béton. Nahon, c'est béton. Je ne sais plus comment la journaliste avait dit. Il vous a aidé, votre père, au début? Il m'a aidé pour dire comment on fait le béton, puis après, voilà. Et en fait, je suis allée vers le béton parce que j'avais fait une commande de pierre à Carrare, de marbre, et la pierre n'arrivait pas. Et il fallait que je fasse des sculptures pour ma première exposition personnelle, donc, à Nice. Et donc, je me suis dit, si je ne les ai pas, je vais créer moi-même le matériau. Et c'est comme ça que le béton est venu. Et j'ai toujours travaillé sur la notion d'équilibre, de repousser les limites, parce que j'adorais on va voir quelques images. Là, on va voir une très belle structure. Alors là, pour le coup, c'est ni du béton ni de la pierre, c'est du cristal de Baccarat, je crois. On va voir l'image. Voilà. Alors, c'est quoi cette structure qu'on voit à l'écran? Alors ça, c'était la Biennale Off de Venise. C'était des globes de verre qui ont été soufflés en fait à Murano pour la Biennale de Venise. D'accord, voilà. ok. En off, c'était pas en in. Et c'était une exposition qui a été faite par Marc Potier, qui est quelqu'un du milieu de l'art connu, et qui avait choisi plusieurs artistes. Et chaque artiste avait un Palazzo de Venise. Okay. C'était magnifique. J'imagine. Voilà. Donc j'ai travaillé sur l'eau, puisque c'était Venise. Et il y avait beaucoup de jeux de réflexion, les vaporetto. C'est à vivre. J'essaye de faire des sculptures pour que les personnes aient une expérience. Voilà. Alors, il y a une autre sculpture. Alors là, il y a vraiment... c'est l'équilibre en plein. Vous pouvez la regarder. C'est celle qui est derrière vous aussi. C'est une commande? Oui, c'est suite à un concours, comme souvent c'est le cas. Voilà. Et c'était le ministère de la Justice qui a donc commandé cette sculpture. Français, hein? Français, oui, pardon, français. Ouais. À l'époque, c'était Elisabeth Guigou. Ouais. Et c'était pour une sculpture permanente pour le nouveau palais de justice en Avignon. Donc, vous pouvez y aller si vous êtes en Avignon. Elle est toujours. toujours. Elle est toujours. Mais c'est monumental. Hein. C'est très 12 grand. tonnes. Ouais, c'est 12 tonnes. C'est fou, quoi. Et en fait, je travaille vraiment sur la notion d'équilibre. Et c'est un tiers, 2 tiers quand on voit l'horizontale. Et c'est une sculpture faite en acier inox polymiroir. Et j'ai toujours eu pensé faire une sculpture de jour et de nuit. Elle donne d'autres sensations. Donc de jour, c'est de l'acier inox, elle est présente, elle est assez massive. Et la nuit, avec l'éclairage bleu comme ça, on dirait presque du verre. Ouais, c'est très très beau. Vraiment, on n'imagine pas que ce soit si lourd. On a l'impression que c'est non seulement l'équilibre, mais la masse et la légèreté, la grandeur. C'est vrai, c'est vraiment très très particulier. Alors, vous travaillez beaucoup d'autres matériaux. On a dit l'acier. Il paraît que vous élimez les câbles. Oui, j'aime bien les câbles d'avion. Ouais, ok. Et en fait. Je les ouvre jusqu'à trouver le corps, on dit en anglais, C-O-R-E, c'est-à-dire comment on pourrait dire, le body, l'intérieur du câble. Parce qu'en fait, les câbles d'acier d'avion, ils sont tous torsadés autour d'un... On voit quelques images là pendant qu'on parle, mais c'est très sympa. D'un seul câble droit. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Non, mais... Et donc, je retrouve l'intérieur. Voilà. C'est aller à l'intérieur des choses. Et souvent, j'ai mis dans ces câbles d'acier des perles de verre, comme des gouttes d'eau. J'ai toujours dit que, quel que soit le matériau, aussi bien fermé qu'il soit, on peut toujours l'ouvrir et ça peut toujours donner la vie. Il suffit de le vouloir, quoi. Alors, aller à l'intérieur des choses, c'est pour ça que vous avez décidé de venir en Israël? Voilà, et c'est pour ça que je m'appelle Nahon et pas Nahon. Nahon, ça veut dire juste juste. Et pour celles qui cherchent l'équilibre, c'est parfait. Voilà. Je suis venue en Israël pour être dans la famille, la petite famille F et la grande famille grand F.
Mais alors, comment on fait quand on est vraiment très apprécié, on va dire, suivi par des collectionneurs? Vous avez exposé à Rio, vous avez fait le tour du monde, vous avez fait plein de choses. Venir en Israël, c'est pas se mettre en danger d'un point de vue artistique? Est-ce que c'est comment vous l'avez vécu? Bon, c'est sûr que c'est, comme on m'a dit clairement, Nice, Paris, New York, super. New York, Israël, on me l'a fait comprendre. Donc, certains ont trouvé ça bien et d'autres ont trouvé ça moins bien. Donc, peu vous importe. Peu importe. Ce qui compte dans la vie, c'est son chemin. Donc, moi, je vis et je suis très contente. Je travaille de ma sculpture, je vis de mon art. Vous vivez de votre art ici. Oui. Vous êtes basée à Tel Aviv. Oui, bon, je survis, faut pas non plus. Un artiste n'arrive jamais encore. Enfin, je veux dire, c'est toujours des challenges. Mais bon, j'adore Tel Aviv, j'adore Givatayim, là où j'habite. Je trouve qu'Israël est un pays où les choses se font d'une manière extraordinaire. Ça va vite. Si peu de moyens, ça va vite, les gens sont pros. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas partie dans un village. Mais c'est sûr, mais je vous pose la question en pensant. J'ai rien pensant... contre l'Ardèche. Non, mais bien sûr. Mais alors, j'imagine que cette décision de partir, c'est pas faite comme ça au hasard. Vous avez sûrement dû vivre quelque chose d'un peu insolite, d'un peu particulier, qui vous a vraiment bouleversé pour décider de partir. Oui, je dis, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies, on peut dire, dans différents pays. Et notamment quand j'ai été invitée en Inde. Vous étiez basée à New York à l'époque. J'étais basée à New York, voilà. Et un collectionneur m'a invitée en Inde pour que je puisse travailler, faire des œuvres. Et je me suis liée d'amitié avec deux personnes de la caste des Intouchables. Donc, les Intouchables qui habitent... sont en dessous de... Enfin, ce sont les derniers... Des chiens, en dessous des chiens. En dessous des chiens, voilà. Bon. En Inde... Voilà, au Tamil Nadu, donc c'est l'État le plus pauvre, donc c'est une caste la plus basse, évidemment, parmi les 5 castes qui existent. Et je me suis liée d'amitié avec deux personnes de cette caste. Et ils vivent... Mais comment ça a été possible de rencontrer, travailler avec vous? Ils avaient été... Parce qu'ils travaillaient, dans la resort, c'est travailler dans la réserve. Dans la réserve de pavillons hôteliers écologiques, qui est un très beau lieu de dunes. Je vous invite à y aller si vous avez les moyens. Et donc, je suis devenue amie avec certains, dont 2. Ils ne parlaient pas l'anglais. Moi, je ne parle pas le tamil. Comment vous avez communiqué? On a communiqué avec les regards, avec les parler. On peut parler sans parler. La preuve, puisque j'ai parlé sans parler au départ. Donc, on arrive toujours à communiquer. Et lorsque je suis partie, on a voulu s'écrire, même si on ne parlait pas, et même si je ne sais pas comment. Et j'avais presque honte de leur demander leur adresse, puisque chacun d'entre eux vivait dans une sorte de cabane en terre, avec sans eau potable, sans eau courante, sans électricité. Dans un village d'intouchables, c'est-à-dire où il n'y a pas de rue réellement. Donc je me suis dit, mais comment on peut s'écrire, quoi? Et en fait, ils m'ont donné une adresse. Et lorsqu'ils m'ont demandé la mienne à New York, je trouvais qu'elle était juste, mais fausse à la fois. Donc, elle était quoi? C'était une adresse de surface? C'était pas l'adresse... Voilà, c'était une adresse bien. Et je savais, parce que je suis issue d'une famille où Israël a toujours été très présent. Mes parents, mon père, ma sœur, tout le monde a été très engagé dans la communauté juive. Et moi-même, j'étais au ZI, au DEJ, je venais à Kiva. Donc, pour moi, c'est vrai qu'à un moment donné, Israël était une nécessité. Mais le fait que j'étais à New York, je ne pensais plus à Israël pour y vivre, quoi. Donc, c'est vraiment mon passage en Inde qui m'a montré qu'en fait, il suffit de très peu pour vivre. Ce qui compte, c'est vraiment être... Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, vous vous êtes focalisé sur l'essentiel? Oui, c'est-à-dire qu'ils m'ont remontré ce qui était l'essentiel dans la vie. C'était peut-être pas le fait d'être trop connu, même si un artiste aime toujours ça. Hein. Bien sûr. Je vais pas cracher là-dedans. Non, mais bien sûr que non. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est vivre et être vrai. Et puisque je suis une Nahon, il faut être vrai avec soi et être la plus juste, quoi, dans ses choix de vie.
Donc maintenant, je vis plus d'une manière encore profonde. Comment vous trouvez le milieu de l'art israélien, vous qui êtes là depuis 10 ans? Est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du potentiel? Est-ce que ça s'améliore? Ah oui, le milieu israélien est fourmi d'artistes talentueux, de techniques nouvelles dans l'art. Moi, je suis épatée, hein, et je connais. Qu'est-ce qui vous épate le plus? Comment les Israéliens rebondissent, comment par rapport aux faits politiques, là en ce moment il y a des problèmes dans le Nord, on oublie, on travaille, mais c'est extraordinaire, cette résilience, cette volonté, l'idée d'espoir. Enfin moi je trouve, sincèrement j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux et toutes celles qui vivent en Israël, parce que tout le monde se bat, mais se bat avec force et sans force. C'est très bizarre. C'est vraiment un travail sur perdre les repères et d'équilibre. Alors, on va continuer de voir quelques-unes de vos œuvres. Est-ce que certaines de ces œuvres qu'on voit à l'image vont être peut-être exposées, parce que vous allez bientôt exposer dans une galerie qui vous suit, c'est la galerie Art Market du groupe dont j'ai oublié le nom. Mais vous allez Art Group. Voilà, Art Group. Non, moi aussi, du coup, Bruno Art Group. Voilà, Bruno Art Group, ça c'est le groupe, mais le nom de la galerie à Tel Aviv qui se situe sur le port de Tel Aviv, c'est Art Market. Vous allez bientôt être exposé là-bas. On va voir certaines de vos sculptures. Oui, tout à fait. Ouais. C'est dans très peu de temps. Hein. On est en train de faire l'installation. Donc, il y aura plusieurs sculptures. Une sculpture un peu apparentée de celle que le musée de Jewish Museum of New York a acquise. Donc, c'est une sculpture de cristal de Baccarat et ouais, je ne sais pas si on va la voir là, non, on va pas la voir, mais... Il y a une sculpture aussi comme ça. Voilà, c'est du cristal de Baccarat qui est placé en équilibre sur du fil que j'ouvre, ouais, pour aller au plus profond du fil. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui sont en Israël de vous découvrir s'ils ne vous connaissent pas, et d'apprécier votre travail diversifié, on va bien le dire, toujours avec les mêmes principes de base, mais vous faites plein de choses différentes. Je suis en train de préparer une exposition pour Gant, pour la galerie Ganache, qui appartient aussi au groupe Bruno Art Group. Ce sera où? Ça sera à Gand, en Belgique. Okay. Donc c'est une grande exposition personnelle. C'est ma première en Belgique en fait, parce que voilà. Et puis une grande sculpture pour Singapour aussi. Qui a été commandée par l'État? Qui a été commandée par un privé mais très important. Donc je suis ravie. Et également à Tel Aviv, notre sculpture monumentale. J'espère peut-être on la verra où, cette autre sculpture monumentale? Elle sera où? Elle sera devant la galerie Art Market, je pense. Ok. Et puis une autre sculpture peut-être permanente pour une association très importante en Israël. Mais j'attends que ça soit confirmé. Mm-hmm. Donc, et une exposition personnelle à la galerie Art Market. Bon, vous n'arrêtez pas, quoi. Il y a du travail. Baruch Hashem. Vous n'arrêtez pas. C'est vrai que vos sculptures permanentes, je pense à celle de Grasse, au musée du parfum. Ouais. Très, très belle sculpture. Donc, merci. De rien. Donc, appelée Ashdod. Appelée Ashdod, c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en Israël? Qu'est-ce qui vous manque? Il me manque, j'aimerais bien avoir un grand atelier. C'est compliqué d'avoir un grand atelier aujourd'hui. Un peu compliqué, bon. Mais bon, je sais que ça se fait. Hein. Alors, oui. Je fais à l'antenne. Si vous avez un atelier, on peut faire un échange. Vous êtes partante? Oui, je suis partante. Bien que ça va, hein, je veux dire, je me travaillez chez vous pour l'instant? Je travaille chez moi. Bon, c'est vrai que chez moi, c'est plutôt un atelier que chez moi. D'accord. Et bon, j'ai pas de problème. Je travaille avec ce que j'ai, donc j'ai vraiment pas de problème. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais apporter un peu ma contribution à Israël, quoi. Être active. Bon, il y a peut-être des projets de sculpture monumentale pour Israël que j'aimerais vraiment faire, permanente. Qu'est-ce que j'aimerais? Il y a tellement de choses, quoi. Être exposé davantage, exposé dans des musées, il y a tellement de choses. Mm-hmm. Bon, faire des sculptures de plus en plus belles et appréciées,
Travailler avec d'autres artistes Oui, vous faites... notamment avec la danse contemporaine. Quand c'était en 1993, j'avais une commande de la DRAC Île-de-France pour faire une scénographie avec une chorégraphe qui s'appelle Odile Duboc. Ça s'est pas fait finalement, mais tout mon travail s'est fait alors. Et donc j'adore la danse contemporaine. Vous aimeriez travailler avec Batcheva alors, j'imagine. Bon, oui, voilà. Par exemple. Ce serait une bonne idée. Ce serait une super. Enfin, il y a plein de collaborations en Israël. Il y a tellement de choses, tellement d'artistes. Tellement de choses à faire. Voilà, il y a beaucoup de... En tout cas, c'est rafraîchissant, c'est réjouissant de voir une artiste de votre pointure être tellement heureuse de vivre ici et d'arriver à s'épanouir, voilà, malgré les difficultés quand même d'une alia, parce que vous êtes... pendant 10 ans, on peut encore le dire, Ola Hadasha. Oui, je crois qu'on le reste à vie. Hein. En tout cas, moi, je le resterai à vie. Ok, bon, en tout cas, c'était très agréable de vous entendre, de voir votre travail. On espère que, vous nous ferez signe, en tout cas, vous nous donnerez la date lorsque vous exposerez à Art Gallery Namal Tel Aviv. Bienvenue en Israël, je peux encore vous le dire. Merci beaucoup. Restez avec nous. Merci beaucoup, oui, je reste maintenant. J'ai trouvé ma maison. Ça, c'est génial. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous tous. Bye. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.